Les amis, très heureux de vous retrouver pour votre zone 30. Au sommaire cette semaine, Koundé contre son camp, Araujo exclu, le Barça a été surclassé par Chelsea. Qui est le principal fautif? Vous verrez comment les Espagnols ont analysé le quadruplé de Kylian Mbappé. Historique, Florentino Pérez serait prêt à vendre une partie du club le plus puissant du monde. Pourquoi? Comment? Vous allez voir qu'un Français célèbre serait très intéressé. L'Olympique de Marseille a-t-il enfin trouvé son numéro 10? Roberto De Zerbi, le coach, a tenté un nouveau coup à ce poste de meneur face à Newcastle. Avons-nous été convaincus? Adrien Rabiot est-il le plus gros coup rapport qualité-prix du dernier mercato? Analyse. Nous ferons le bilan de la première année d'Amorim à Manchester United. Et puis, que devient Mauricio Pochettino, l'ex-coach notamment de Chelsea et du Paris Saint-Germain? Zone 30, c'est parti. Comme chaque semaine, on démarre avec le zapping. Vous allez voir Rafael Nadal qui rappelle à l'ordre Vinicius. Et regardez cette photo, Daniel Alves, l'ancien latéral du Barça et du Paris Saint-Germain, est devenu, les amis, prédicateur en prison. Sa nouvelle vie dédiée au Christ, zapping. Es el Dios que está aquí. No penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. No, no, no. El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí. Entonces, no penséis que el Dios que está ahí es el Dios de los que están aquí delante. This is a great night for Marseille fans. Great night for Marseille. I'm so happy. Yeah. Hallelujah, huh? Hallelujah. Thank you. I want it. It's the honor. Isso, é isso. Se arregla hablando. Yo creo que se arregla desde el entendimiento de todas las partes, evidentemente desde que creo que Vini tiene que entender quién es la autoridad también, tiene que respetar a la autoridad y también al club en ese sentido, ¿no? Por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que él lo hace en el sentido de esforzarse diariamente al máximo. Y después el Madrid tiene en Vinicius un activo que no puede devaluar. Entonces tiene que proteger también ese activo más allá de una actuación que puede no gustar en un momento en particular. Nadal a donc secoué Vinicius, c'était avant le match de Ligue des Champions et le Brésilien, les amis, a réagi. Regardez les notes de Marca, la victoire du Real mercredi à l'Olympiakos. Regardez la colonne de droite. Vinicius obtient un 3 sur 3 comme Mbappé. À suivre d'ailleurs le JT des JT d'Aurore pour voir comment les médias ont parlé du Français et de son quadruplé. Elle est déjà là, Aurore. Hermanita, salut à toi. Écoute, avant de parler peut-être du Real Madrid, parlons du Barça. Les Catalans se sont fait, Aurore, harakiri et mangés par Chelsea. Dis-moi, qui est fautif? Les médias espagnols ont-ils désigné un coupable? Eh bien Alex, on va dire que c'est une responsabilité jugée collective. Certes, l'exclusion d'Araujo n'a rien arrangé, certains de nos collègues ont d'ailleurs constaté que c'était un récidiviste avec en mémoire ce carton rouge direct contre le PSG en avril 2024. Alors le Barça a flanché face à une équipe de Première Ligue comme la quasi-totalité des clubs espagnols en Ligue des Champions cette saison. El fútbol español en los enfrentamientos con la Premier esta temporada en Champions son 8 victorias de la Premier y una victoria de la Liga. Es evidente que la Premier es una liga mejor que la Liga Española. Lo que no sabíamos es que la diferencia era tanta. Y es que es otra velocidad, otro fútbol, es otro deporte. Araujo, como capitán del Barça, no puede hacer lo que ha hecho hoy en la primera parte. No puede jugar este tipo de partidos ahora mismo. No los puede jugar, lo siento muchísimo. With the red card, everything changed, so it's not easy against this fantastic team to come back with 10 players. El Barcelona es un equipo que si tú le das el balón se encuentra cómodo. Entonces tenemos que quitárselo lo más rápido posible y nosotros tenerlo lo más posible. Cada posición, el Chelsea, no es que la tenga bien doblada, es que tiene jugadorazos y tiene jugadorazos de futuro en todas las posiciones. Bien, me ha venido a la mente lo que decía a veces Cruyff. Hay jugadores de entrenamiento y jugadores de partido. Y otra vez, y quizá lo estamos exagerando, estamos hablando de Frenkie de Jong, que es un jugador del Barça, internacional, etcétera, etcétera, pero, no sé, me deja Fred. Ha salido muy cabreado en el vestuario, también lo estaba porque no le ha gustado nada
la intensidad del equipo. No le ha gustado absolutamente cómo ha acabado el equipo el partido, cómo ha jugado la primera parte y también cuando han estado con 10, ya que Rafinha ha mostrado más actitud en 20 minutos que muchos otros. On attendait beaucoup du duel Lamine Yamal et Estevao. Finalement, on a eu droit à une masterclass de Cucurella sur la pépite Blaugrana, cadenassé, muselé, faire mal, ou dit de façon plus brute de la part de Robert Sanchez, le gardien de Chelsea en zone mixte. Ese emparejamiento Cucurella con Lamine. Lo tiene en el bolsillo. Le latéral espagnol ancien de la Masia poussé par la sortie après un seul match en équipe première. Flashback sur Barça TV en 2017. À l'époque, l'envie de percer en Catalogne était bien là. Sí, molt content de que un club com aquest confia en mi. Jo ho donaré tot per aquesta samarreta. Face à la sensation de caler cette saison face aux grosses cylindrées, face au débat interminable sur la ligne défensive jugée trop haute du Barça, Hansi Flick a pris le contre-pied de la ligne médiatique. Optimisme. At the end, it's like this. We have to accept this defeat, but I think positive because I see every training. I know exactly now that we are on a really good way. Yes, we will see a different Barcelona. This is what I can promise. Et bientôt, c'est demain, puisque le prochain gros test pour le Barça, c'est contre l'Atlético Madrid en Liga, mardi 2 décembre. Aurore, en complément, regardons peut-être les différentes unes de la presse espagnole. Pas comme ça, nous dit Sport, avec le carton rouge de Araujo. Pesadilla, cauchemar en espagnol, à la une de AS, ou encore, regardez, un Barça méconnaissable. C'était à la une du Mundo Deportivo. Je vous pose alors cette question. Ce Barça peut-il douter? Regardez l'analyse d'Hicham Fassiferi. Tout commence par un choix, et par des absences lourdes. Ter Stegen, Gavi, Pedri. Hansi Flick arrive à Stamford Bridge avec un plan clair. Défendre haut, assumer le ballon et contrôler les espaces. Mais Enzo Maresca lui répond avec plus d'intensité et plus de conviction. Le verdict tombe dans les notes. 4,1 sur 10 de moyenne. Baldé est décrit comme clairvoyant, l'un des rares à tenir la route. Lewandowski est lui décrit comme absent. Deuxième meilleur buteur de la Liga avec 8 buts derrière Mbappé, mais 0 but en 4 matchs de Champions League. Koundé, Araujo et Ferran Torres figurent parmi les plus critiqués, et Flick reçoit un 3 sur 10, qualifié de méconnaissable. La presse pousse plus loin. Le Barça a perdu ses 3 grands rendez-vous. PSG, Real Madrid et Chelsea, dont 2 en Champions League. L'Europe n'offre plus qu'un seul chemin, tout gagner. Et quand on regarde le classement, le Barça n'est aujourd'hui qu'à la 18e position. 7 points en 5 matchs et un chemin de qualification qui se réduit dangereusement. Car comme l'écrit Marca, c'est un Barça sans marge d'erreur, au bord de la rupture. Et pourtant, Sport affiche Hansi intouchable pour la Porta. Soutenu, protégé. Et juste en dessous, la une du jeudi 27 novembre, toujours dans Sport, titrée Hansi a la solution, avec le retour de Rafinha et surtout de Pedri. Sport le dit clairement, Pedri, on a besoin de toi. Regardez la presse du jour, signée El Mundo Deportivo. Pedri revient, et heureusement, parce que Fermin sera absent 2 semaines. Autre éclaircie mise en avant par le quotidien espagnol, le trident, Yamal, Lewandowski et Rafinha, peut enfin être titulaire 6 mois après. Mais attention, cela ne suffit pas. Flick anticipe déjà le prochain mercato et ses requêtes sont claires. Un défenseur central, Gonzalo Inacio ou Schlotterbeck, un ailier, Rafael Leao et le transfert définitif de Rashford, et un avant-centre, Julian Alvarez ou Harry Kane. Alors voilà, pour le Barça, cette nuit londonienne sera difficile à oublier. L'Europe ne lui laisse qu'un fil. À Flick et à ses joueurs maintenant de prouver que ce 3-0 n'était pas le début de la fin, mais le dernier avertissement. Les amis, ce qui est sûr, c'est que le Barça d'Hansi Flick, regardez, est trop perméable à l'extérieur en Ligue des Champions. 10 matchs depuis que le coach allemand est arrivé, 24 buts concédés. Avec tout en bas, vous le voyez, les 3 pris à Chelsea cette semaine, un seul clean sheet au milieu en 10 matchs. C'était à Benfica. Le prochain rendez-vous, ce sera à domicile face à Francfort le 9 décembre prochain. On ouvre la zone mixte. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, a battu 5-3 Tottenham dans un match complètement fou. S'il fallait peut-être sortir un joueur, Vitinha, auteur d'un triplé et élu MVP, Luis Enrique, dithyrambique, Thomas Frank, le coach de Tottenham, admiratif
zone mixte. Vitinha, il a été aujourd'hui, comme d'habitude, je dirais, sensationnel, hors niveau. Et on est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici, et c'est différent. Et pour moi, la meilleure chose qu'a fait Vitinha aujourd'hui, ça a été quand il a raté, et Tondan a fait le 3e but, et il a voulu chaque action de prendre le ballon et de frapper les tirs au but. C'est ça la personnalité que nous aimons, et il a cette personnalité différente. Et très content. Spécialement, je pense qu'aujourd'hui, les 13 milieux du terrain, ils ont été incroyables, et c'est très joli de voir ce niveau. We played against a decent team where they have one Ballon d'Or winner. I think the next one is playing in midfield, Vitinha. Wow, what a player. Vitinha était logiquement à la une de l'équipe, et le Paris Saint-Germain, regardez, 2e après 5 journées à 3 points d'Arsenal, leader qui a battu le Bayern 3-1. Paris ira à Bilbao le 10 décembre prochain pour la 6e journée. On reste sur le classement. Regardez, les 3 clubs français sont en bleu avec Monaco et Marseille qui s'est relancé à la 21e place en battant Newcastle. On a vu cette image du président Frank McCourt un peu plus tôt dans le zapping. Après la victoire, avez-vous aimé cet OM? L'équipe nous pose cette question. Qui est finalement le numéro 10 de l'Olympique de Marseille? Pour le quotidien, Roberto De Zerbi ne l'a peut-être pas encore trouvé. Regardez le 11 titulaire face à Newcastle. Il a lancé, cerclé de rouge, Daryl Bacola à ce poste. Qu'est-ce que cela a donné? Analyse tactique signée Youssef Benabdella. À l'OM, effectivement, le poste qui obsède le plus Roberto De Zerbi, ce n'est pas le 9, c'est le numéro 10, son poste de formation. Dans sa vision du jeu, le 10, ce n'est plus juste un artiste qui demande le ballon dans les pieds. C'est un joueur qui vit entre les lignes, qui fait le lien entre le double pivot et les 3 de devant, et qui devient le premier déclencheur du pressing dès que l'OM perd la balle. Contre Newcastle, il a choisi Daryl Bacola pour ce rôle. On le voit ici, Vermeeren, Højbjerg en double pivot, Aubameyang en pointe, et Bacola bien planté dans l'axe en 10 au cœur du système. Sauf que dans le match, Bacola ne reste pas collé à Oba. Ses positions moyennes montrent un 10 très moderne. Il vient dans le half space droit, à hauteur des milieux, pour se rendre disponible entre les lignes, se retourner, fixer et lancer Paik Chao ou Aubameyang. Beaucoup de courses vers l'avant pour attaquer la profondeur, et surtout une grosse activité à la perte pour couper les premières relances anglaises. Et comme on voit à la hitmap, beaucoup d'activités dans ce couloir intérieur droit, des retours proches du milieu, presque comme un numéro 8, mais avec des responsabilités d'un numéro 10. Il touche, il oriente, il presse. Bacola n'a pas tout réussi. Il manque encore de repères et de justesse dans le dernier geste. Mais son profil explique très bien ce que cherche De Zerbi. Un numéro 10 capable d'organiser le jeu et d'agresser le porteur. Autrement dit, d'être le premier défenseur au cœur du bloc. Tant que l'OM n'aura pas trouvé ce 10 indiscutable, cette question-là restera au centre du projet Roberto De Zerbi à Marseille. Les amis, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette analyse, je vous lirai. J'attends bien entendu tous vos commentaires. Un peu de Marseille peut-être encore avec Adrien Rabiot. Il fait très régulièrement, regardez encore la une de la Gazzetta dello Sport en Italie avec Modric, ici après la victoire dans le derby face à l'Inter, c'était le week-end dernier, au cœur d'un milieu à 3 avec Fofana, la meilleure note d'ailleurs pour Rabiot, 7.5. Allegri, qui l'avait eu à la Juve, est allé le chercher à Marseille pour seulement 7 millions d'euros. Alors, est-il le meilleur coup, rapport qualité-prix du dernier mercato? Est-il le même Rabiot que celui qu'utilisait Allegri à la Juve? Élément de réponse en data dans la zone bloco. Sur ce radar, en blanc son passage en 2023-2024 à la Juve. En rouge, sa saison au Milan, tous les deux sous les ordres d'Allegri. Petite précision méthodo avant de lire la courbe, tous ces indicateurs sont calculés et normalisés par rapport à un panel de milieux des 5 grands championnats sur les 3 dernières saisons, avec au moins 500 minutes de jouer. Offensivement, la différence saute aux yeux. À la Juve, Rabiot est un milieu qui finit les actions. 5 buts, 3 passes décisives, beaucoup de tirs, beaucoup de touches dans la surface, un XG plus XA nettement plus élevé, étant un des grands artisans du dernier titre en date de la vieille dame. À Milan, il reste important dans la connexion avec le dernier tiers, mais il disparaît presque de la zone de vérité. 0 but, une seule passe décisive, moins de tirs, beaucoup moins de présence dans la surface. On passe d'un milieu qui attaque la surface à un milieu qui fait surtout le lien. Défensivement, l'histoire s'inverse. À Milan, son volume sans ballon augmente nettement. Plus d'actions défensives réussies, plus de duels, surtout plus d'interceptions. Rabiot se responsabilise. Il protège davantage le bloc, il lit mieux les trajectoires plutôt que de penser d'abord à se projeter. Physiquement, le moteur est le même.
Autour des 10 km par match dans les deux contextes. Ce qui change, c'est la manière d'utiliser ce moteur. Un peu moins de sprint et de haute intensité, un peu plus de course d'équilibre et de couverture. Moins box-to-box finisher, plus milieu d'équilibre de très haut niveau. Et puis, quand on ajoute en bleu sa saison XXL avec l'OM, on voit un troisième visage. 9 buts, 4 passes décisives, il remonte très haut en XG plus XA, il retrouve la surface tout en gardant ce volume défensif et ce rayonnement physique. Et dans notre base de données, cette saison, c'est tout simplement le milieu qui touche le plus de ballons en Europe. En conclusion, 3 contextes, 3 missions et un même joueur. Un véritable couteau suisse, un caméléon dont la capacité d'adaptation est aujourd'hui l'une des plus grandes armes en Europe. Kylian Mbappé a tout cassé avec son quadruplé sur la pelouse de l'Olympiakos. C'était en titre, son nom porté 4 fois à la une de Marca, élu MVP, le ballon du match logiquement à la maison. On va retrouver Aurore pour la deuxième partie du JT des JT. Aurore, je sais que on n'aime pas trop ce terme dans le milieu, mais est-ce qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de parler encore d'Mbappé dépendance? Mbappé dépendance, c'est le terme pourtant utilisé par nos confrères Alex. Avec son quadruplé mercredi soir, le Français a marqué plus de 50% des buts de son équipe. Mais merci de ne pas utiliser cette expression face à lui en zone mixte. ¿Es que hay una especie de Mbappé dependencia, que el equipo depende mucho de tus goles? Yo pienso que eso es una pregunta, no falta respeto a ti, que es una mala pregunta. Cada uno tiene su trabajo en el equipo, yo mi trabajo es normal de marcar goles, yo puedo decir que sin otros jugadores no ganamos los partidos. Los goles evidentemente son lo más fundamental, pero la personalidad que tiene, el liderazgo que tiene, la influencia que tiene en el resto, en el día a día, los goles es ese talento natural que tiene. De dependencia o algo así, yo pienso que es más una cosa de periodista o de gente fuera. Una buena noticia porque quiere decir que estamos ante la mejor versión de Mbappé, que si todos los goles del Madrid los marca Mbappé y los goles más importantes del Madrid los marca Mbappé, pues está muy bien para Mbappé, pero para el resto es un problema. Xabi Alonso ha puesto mucho el foco en que lo importante era hoy ganar. Sí. Y hombre, bueno, está jugando contra el Olympiakos en Grecia. Me quedo mucho con eso, aparte de los 3 puntos, con cosas que han pasado dentro que son positivas. Une victoire nécessaire mais sans convaincre malgré un bon Vinicius, mais avec des lacunes en défense et au milieu. Le Real restait sur 3 matchs consécutifs sans victoire avec un nul indigent face à Elche. Dans l'œil du cyclone des médias, Xabi Alonso et son jeu prôné, pas forcément convaincant. Hace tiempo que no recuerdo un entrenador con tan pocos apoyos en su entorno. Hace tiempo que no recuerdo en el Real Madrid. Se le está poniendo una cara de Rafa Benítez a Xabi Alonso. Se esperaba una evolución en el juego, de lo que veían viendo con Ancelotti a lo que iba a traer el técnico de la Bundesliga. Y creo que la gente se está aburriendo con el Madrid. Es que el Madrid ha pasado de tener a Modric y a Toni Kroos a hoy salir con Ceballos y con Arda Güler. Entonces, claro, al final es que la diferencia es absolutamente abismal. Coupable aussi certains joueurs. Exemple, Federico Valverde pris en flagrant délit de retour défensif bien poussif sur le deuxième but d'Elche. Nos collègues ont sorti la liste des Xabi sceptiques. Ni corren, ni presionan, ni disimulan. Xavi tiene un problema. El Madrid tiene un problema. Vinicius. Por ejemplo, es evidente, ¿no?, que no está contento. Valverde. Otro parece, ¿no? Otro. Rodrigo. Pero Rodrigo está para que no esté contento nadie. Brahim. Bueno, Endrick, claro. Unos Jude Bellingham que no encuentra sitio en el esquema de Xabi Alonso, juega pero no es brillante. Sí. Está Valverde, un problema grande porque Valverde se cree Kroos y Xabi Alonso no le ve medio centro. Tenemos que decir la verdad, nosotros somos muy unidos. En la vida no es todo perfecto, también cuando cambias de proyecto, de entrenador, es normal que hay cambios. Pienso que nosotros tenemos que los jugadores tenemos que proteger a los jugadores, al entrenador, al staff, a todo el mundo y ser unidos. Le dialogue joueur, entraîneur, staff semble pour le moment porter ses fruits, étape fondamentale dans ce qu'on appelle la thérapie de groupe. Le Real est 5e de cette Ligue des Champions, Aurore, après 5 journées. Le prochain rendez-vous, c'est Manchester City, c'est énorme, à Madrid, le 10 décembre, avec un Florentino Pérez qui a secoué l'échiquier du football mondial. Regardez cette photo, c'était cette semaine, assemblée générale des socios, et là, le président a lâché une bombe. Il est prêt à vendre une partie du club, c'est historique. C'est la photo de la semaine, Rally Bouhabib. Assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez prend la parole. Au pupitre, il est serein, presque impassible, mais chaque mot tombe avec cette autorité tranquille qui le caractérise.
Pour éteindre les rumeurs de crise, nul besoin d'élever la voix. Avec 1,2 milliard d'euros de revenus commerciaux, il dirige le club le plus puissant du monde. Sur la photo, au centre, entouré de ses hommes de confiance, Pérez salue la foule. Il est acclamé. Et pourtant, derrière cette ovation, un geste historique se dessine. La Maison-Blanche s'apprête à toucher à son ADN. Pour la première fois depuis 1902, le Real Madrid, propriété exclusive de ses socios, envisage d'ouvrir 5 à 10% de son capital à des investisseurs extérieurs. Une petite part certes, mais un symbole immense, car le nouveau Bernabéu, joyau majestueux, pèse 1,2 milliard d'euros de dette. Et malgré sa puissance commerciale, le Real ne dégage que 2% de marge nette. Le club le plus riche du monde, mais un bénéfice insuffisant pour tenir tête à des concurrents financés par États et fonds souverains. Le Real doit renforcer ses fonds propres, il faut du capital frais. Et dans l'ombre de cette assemblée, un nom commence à circuler. Bernard Arnault, le patron d'LVMH, déjà habilleur officiel des équipes du club, ferait partie des investisseurs sondés. Rien de concret pour l'instant, mais l'intérêt, lui, serait bien réel. Pérez annonce donc que l'entrée au capital d'un allié stratégique sera soumise à référendum. Un investisseur minoritaire qui, à la manière d'Audi ou Alliance au Bayern Munich, injecterait des centaines de millions et ferait bondir les fonds propres, sans jamais toucher au gouvernail. Pour Madrid, ce n'est pas la survie qui est en jeu, mais plutôt une capacité à rester agile, investir, consolider la confiance des créanciers et ainsi demeurer au sommet. Les socios garderont le contrôle sur Pérez. Et dans sa voix calme, on comprend surtout ceci. Le Real préserve son modèle tout en l'adaptant. Ce n'est pas une rupture, mais une mutation nécessaire. Son nom à lui, d'ailleurs, avec quelques années circulé dans les arcanes du Real Madrid. Je vous parle, les amis, de Mauricio Pochettino. Il est aujourd'hui à la tête de la sélection américaine qui prépare son mondial. Le Times est allé enquêter sur ses méthodes. Que devient l'ex-coach de Chelsea et du Paris Saint-Germain? Élément de réponse, Aïcha Yazidi. On l'avait laissé cabosser par l'Europe. On le retrouve en Floride à modeler une sélection américaine en pleine transformation. Mauricio Pochettino n'est plus simplement un entraîneur. Il est devenu l'architecte d'un pays qui s'apprête à accueillir sa Coupe du Monde. Depuis 13 mois, le technicien argentin s'attaque à un chantier immense, changer l'état d'esprit et la culture du soccer américain. Et si les résultats n'ont pas toujours suivi, on pense à la défaite 4-0 face à la Suisse en juin, c'est durant l'automne que tout a basculé. Le 5-1 infligé à l'Uruguay, mardi à Tampa, a égalé la plus large victoire américaine contre une équipe sud-américaine. 4 des 5 buts venaient de joueurs de la MLS, comme pour signer l'amorce de l'ère Pochettino. Son idée fixe ? Que personne ne se sente installé. Plus de 70 joueurs ont déjà été testés. Les cadres ne sont plus intouchables. Personne ne doit se sentir en sécurité, répète-t-il. Même Christian Roldan, absent de sa première liste, est devenu régulier. Alex Freeman ou Diego Luna, révélation de cette trêve internationale, bousculent les hiérarchies. Sur le terrain aussi, l'identité émerge. Pressing haut, jeu vers l'avant, transition où l'on passe d'une ligne de 4 à une ligne de 3 pour ressortir propre. Une équipe qui joue naturel, dit-il, sans penser, sans calculer. L'ambition est immense, la route sera longue. Mais, comme Pochettino l'a confié à ses joueurs avant la victoire, soyez réalistes, mais faites l'impossible. Et pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis semblent prêts à y croire. D'un coach à l'autre, Ruben Amorim vient de passer la barre des 365 jours aux commandes de Manchester United et le Times, toujours, a dressé un bilan. Que nous dit la lecture de ces 12 premiers mois? Le coach portugais a-t-il réussi à installer sa vision? Rally Benjeloun. Il y a un an, l'ère Amorim à Old Trafford commence à Ipswich. Bannière, good luck Ruben Amorim, make our team great again. Rashford buteur et 3 premiers matchs sans défaite. Très vite, le Times fixe son portrait. Un entraîneur qui va d'abord parler aux télévisions, prendre les coups pour lui et laisse son vestiaire respirer. Le vrai point de bascule, c'est Grimsby. L'élimination en Carabao Cup contre un club de Ligue 2 devient le traumatisme fondateur d'une première saison terminée à la 15e place de Premier League. Le journal titre sur les Grimsby Debris. Et une des photos rappelle ce soir-là comme un point zéro du projet. Au moment où le Times dresse le bilan, les chiffres sont loin d'être brillants. 54 matchs dirigés, 22 victoires, 11 nuls, 21 défaites, avec une différence de but de plus 5 seulement. Moins d'un match sur 2 gagnés, quasiment autant de revers que de succès. Et depuis ce papier, une nouvelle défaite à Old Trafford est venue s'ajouter à la ligne de résultats. Pour comprendre ce tableau, le quotidien décrit ce qu'Amorim trouve en arrivant.
Un groupe qui a perdu l'envie de se battre. Carrington, centre d'entraînement de United, transformé en chantier. Des centaines d'employés licenciés et des contestations régulières de supporters. Des photos du centre d'entraînement en travaux et des banderoles de protestation racontent autant que le texte. Sa réponse passe par le quotidien. Séances plus dures, très peu de jours off, discours directs dans le vestiaire. Le clash avec Rashford lui disant qu'il préférait faire jouer son entraîneur de gardien de but âgé de 63 ans symbolise cette ligne de fermeté. Tandis que Bruno Fernandes reste le patron de l'équipe et que Mbeumo est cité parmi les grandes satisfactions de la saison. En parallèle, Ratcliffe et Ineos accélèrent la mue d'un United obsédé par la data. Arrivée de spécialistes venus notamment de la F1, club présenté comme l'un des mieux armés en statistiques, recrutement ciblé de profils comme Sesko, Cunha ou Mbeumo choisis pour leur volume de course et leur capacité à répéter les efforts dans le modèle Amorim. Aujourd'hui, United n'est que 10e de Premier League. Le paradoxe, c'est qu'un an plus tard, l'équipe ressemble enfin à celle d'Amorim sans ressembler encore à un candidat au titre. Et c'est là que se joue la suite. Avec ce bilan-là et une place de 10e au championnat, soit pile sur la ligne de flottaison, maintenant c'est up or down. Reste à savoir si l'entraîneur portugais va monter la pente ou chuter très vite. Enfin, comme chaque semaine, on termine avec le logo de la semaine. Les amis, je vous emmène cette fois à Tanger, là, tout au nord du Maroc, entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Alors pourquoi ce bleu? Pourquoi ces rayures? Quel personnage figure là, en bas de ce logo? Les explications, Nouri El-Bied. Depuis 1944, la ville de Tanger vit au rythme du football. Appelé Ittihad Riyadi de Tanger depuis 1983, le club est l'emblème d'une ville unique, ouverte sur 2 mers, et son logo raconte cette histoire. La couleur bleue est une référence à l'identité maritime de la ville. Le blanc symbolise quant à lui la lumière, la pureté et l'authenticité d'une ville qui a toujours été un carrefour culturel. Les lignes verticales bleues et blanches qui forment le blason sont un symbole de protection, de force et de discipline. Sur la partie supérieure du logo, le nom complet du club, Ittihad Riyadi Tanjawi, ou l'Union sportive de Tanger en français. En bas à gauche, nous trouvons un lieu mythique de la ville, les grottes d'Hercule, du nom de ce célèbre personnage de la mythologie grecque qui était doté d'une force et d'une endurance prodigieuses, tourné vers l'océan, qui rappelle la puissance de la mer et la position stratégique de la ville. Le logo de l'IRT témoigne d'un club ancré dans son territoire, marqué par la force et la puissance qui résonnent dans l'esprit du club, comme si celui d'Hercule accompagne chaque match du club. Ce deuxième épisode de Zone 30 est terminé, les amis. J'espère que cela vous a plu. J'attends vos commentaires. Un grand merci à toute l'équipe de production. Merci à vous. Profitez des vôtres et à la semaine prochaine.